Bâti par Richard Cœur de Lion, Château-Gaillard se dresse sur une falaise de calcaire, au-dessus de la Seine, près de la commune des Andély. La construction, commencée en 1197, s'acheva moins de 2 ans après. Ce qui fit dire au roi d'Angleterre et duc de Normandie, « Comme elle est belle ma fille d'un an ». Selon le traité de paix conclu en 1196 entre Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, et Philippe Auguste, roi de France, la rive droite de la Seine appartient à Philippe jusqu'à la limite d'Andely. Ceci place Rouen, capitale du duché de Normandie, à 2 jours de marche des forces françaises, ces dernières pouvant être accompagnées d'une flottille empruntant le fleuve. En capitaine de guerre expérimenté, Richard voit dans le site d'Andely, niché au bord du grand méandre à l'extrémité de la presqu'île de Bernières, l'endroit idéal pour barrer la route de la Seine. Il entame la construction du château de la Roque, qui deviendra pour tout le monde Château-Gaillard. Le roi d'Angleterre et duc de Normandie choisit comme site le promontoire rocheux aux escarpements abrupts qui domine le fleuve d'une centaine de mètres. Seule une langue de terre, au sud-est, permet d'y accéder depuis le plateau proche, où il est possible d'installer des machines de guerre. Richard prend soin d'épouser au plus près la forme du promontoire et d'installer de solides défenses du côté accessible. L'autre intérêt du site est la roche calcaire dont il est constitué. Les pierres de la forteresse en sont directement extraites, ce qui permet un formidable gain de temps. Tout dans la conception de la forteresse est conçu pour la défense, avec une succession de constructions indépendantes, ou enclavées les unes dans les autres, multipliant les obstacles pour l'assaillant, et laissant le moins d'opportunités possible au positionnement et à la progression des machines de guerre. Pour se présenter devant l'entrée surélevée de la forteresse, nous avons dû emprunter le long sentier taillé dans le promontoire calcaire. L'entrée est sertie dans une tour massive renforcée par une avancée rectangulaire. Lever le pont permet d'isoler le bastion. L'espace, dominé par les hourds, est trop étroit pour que l'assaillant puisse mener une attaque de grande envergure. Le pont-levis, relevé, n'est que la première défense. Derrière se trouve une herse, un long couloir, une seconde herse, et enfin, de solides portes. L'ouvrage avancé, ou bastion, n'est pas destiné à être un lieu de vie. C'est uniquement une solide défense avancée, un obstacle dont l'assaillant doit absolument s'emparer s'il veut pouvoir s'attaquer au corps principal. La cour du bastion est quasiment vide. Quelques appentis sont visibles contre les murs, ainsi que des petits bâtiments communs au toit de chaume, pouvant également servir de logement aux soldats qui habitent la forteresse. Des citernes, dont l'accès se fait par l'intérieur des tours, ont été creusées dans le calcaire du sol afin de stocker l'eau tirée du puits situé dans la basse-cour. Au nord, un passage mène à la basse-cour. Les hourds des remparts permettent aux défenseurs de harceler l'ennemi. Si le bastion ne peut être tenu, la retraite se fait vers la basse-cour, dont les tours dominent le bastion. À Château-Gaillard, chaque nouvel ouvrage auquel l'assaillant doit s'attaquer, domine celui qu'il vient de prendre. La basse-cour. Un pont fixe enjambe le fossé entre le bastion et le corps principal. Il rejoint le tablier du pont-levis de ce dernier. La sortie du bastion et l'entrée de la basse-cour sont décalées. Ainsi, il est impossible à un assaillant ayant pris possession du bastion de placer un engin de siège en vis-à-vis direct du tablier relevé du pont-levis. Cette disposition oblige le pont fixe à adopter une forme brisée. Cette partie de Château-Gaillard peut être considérée comme la véritable forteresse en elle-même, en comparaison avec le bastion. Elle est prévue pour soutenir un siège et accueillir en son sein la population. Ici encore, Richard est resté fidèle à son principe d'étagement et de mise en place d'obstacles successifs. La basse-cour, cernée par les remparts, renferme la haute cour, elle-même plus haute et protégée par un fossé et une enceinte, derrière lesquels se dresse fièrement le donjon. L'enceinte est si massive qu'elle dissimule à la vue tout ce qui se trouve au-delà. Le long des remparts s'alignent divers appentis, bâtiments d'usage commun, ainsi que les écuries. Sur la gauche s'élève la chapelle que Jean Santerre fit ajouter après la mort de son frère Richard. C'est sur la vaste esplanade située entre l'entrée de la basse-cour et le fossé de la haute-cour que la population viendra établir un campement de fortune en cas d'incursion ennemie dans la région. Au niveau de la chapelle, l'esplanade se réduit pour ne bientôt plus former qu'un étroit chemin entre le fossé de la haute-cour et le rempart ouest.
Ce chemin mène à la tour des latrines, surnommée ainsi car des latrines, qui entreront dans la légende, sont effectivement installées au rez-de-chaussée. C'est à partir de cet ouvrage que commence la muraille basse, moins élevée que les autres car il n'est pas possible à l'assaillant de mener un assaut depuis l'abrupt versant ouest du promontoire, qui descend vers la Seine, et le long duquel s'étagent les tours extérieures. Bien abrité au pied d'une tour, dans l'angle formé par la longue chapelle et le rempart sud, le potager fournit les herbes aromatiques, rares ou encore médicinales, indispensables à la petite communauté que forment les habitants de la forteresse. Le puits trône sur la grande esplanade. D'une profondeur de 120 mètres, il atteint la nappe située sous le niveau de la Seine. On en tire de l'eau pour les besoins quotidiens, mais également pour maintenir le niveau des citernes creusées dans les sols de la basse-cour et de la haute-cour. La position de l'entrée de la haute-cour est révélée par le pont fixe qui y mène, mais l'entrée elle-même n'est pas directement visible de celui qui pénètre dans la basse-cour. La haute-cour. Richard a conçu là une enceinte particulière, probablement sur la base de connaissances ramenées d'Orient. L'enceinte, de forme elliptique, est constituée d'une succession de demi-tours et de portions droites. Les corps des demi-tours, qui forment en réalité une ellipse plutôt que des demi-cercles, rejoignent des portions de cône qui reposent sur le haut du fossé. De plus, les portions droites de l'enceinte ne tombent pas à la verticale, mais possèdent au contraire un grand fruit. Combiné avec les portions de cône, celui-ci éloigne l'assaillant de l'aplomb des créneaux. Ainsi, Richard ne laisse aucun angle mort au pied de l'enceinte, où l'ennemi pourrait entamer un travail de mine ou de sape, méthode couramment employée pour s'emparer d'une place forte. À droite de l'entrée, une étroite bande de circulation entre le fossé de la haute cour et le rempart se prolonge jusqu'au fond de la basse cour, où se trouve une petite pente permettant de descendre dans le fossé. C'est depuis ce fossé que l'on accède aux vastes caves creusées sous la basse cour. Sèches, toujours fraîches, elles permettent de conserver assez de provisions pour tenir 2 ans de siège, dit-on. C'est également depuis cette bande de circulation que l'on peut emprunter la poterne des contreforts, située juste après la tour creuse, ainsi que la poterne de la haute cour, placée tout au fond, à l'ombre de la jonction de la forte tour carrée et du rempart. On notera qu'aucune des 2 poternes n'est visible de l'ennemi au moment de son entrée dans la basse-cour. Un pont fixe mène à la haute cour. L'entrée, surélevée, est serrée entre 2 des demi-tours qui forment l'enceinte, directement sous le hourdage, et défendue par une herse, derrière laquelle de solides vantaux peuvent se refermer. La haute cour est une forteresse à part entière, dans la forteresse qu'est déjà le corps principal. Le niveau du sol est de 4 mètres plus élevé que celui de la basse-cour. Une fois passée l'entrée, déjà surélevée, il faut emprunter un escalier abrupt pour prendre pied dans la haute cour, où nous sommes immédiatement dominés par la masse du donjon et l'arête de son éperon. L'entrée du donjon n'est pas visible pour l'ennemi qui arrive. Comme dans les ouvrages précédents, Richard a appliqué le principe selon lequel l'ennemi qui pénètre dans une partie de la forteresse ne doit pas voir l'issue qui lui permettrait de s'emparer de la suivante. Autour du donjon sont regroupés le logis du commandant de Château-Gaillard, l'armurerie, le four à pain, ainsi que la grande salle dans laquelle sont reçus les invités et où ont lieu les festivités. Il n'y a pas de puits, mais d'importantes citernes, toujours maintenues à niveau, permettent de stocker l'eau. En cas de siège, les provisions seront sorties des caves et mises en sécurité dans le donjon. Tout au fond, dans l'étroit passage entre le logis du commandant et l'extrémité de l'enceinte, une poterne permet de rejoindre la basse-cour, puis, en une quinzaine de pas, la poterne des contreforts. Au-dessus de la base pleine du donjon, et donc à l'abri de la sape, chose que l'ennemi ne sait peut-être pas, les larges ouvertures des machicoulis sont supportées par de hautes arches. L'éperon, orienté du côté de l'assaillant, éloigne ce dernier du donjon,
le mettant ainsi à portée des tirs venus des créneaux et des meurtrières des 2 étages. Les pentes formées par les arches, l'éperon et la base conique du donjon permettent de faire ricocher dans toutes les directions, de façon imprévisible, les projectiles lâchés depuis les machicoulis. L'escalier d'accès au donjon est serré entre la base conique de l'ouvrage et le logis du commandant. Cette disposition ne laisse à l'assaillant qu'un étroit champ de manœuvre, sous les tirs de projectiles. L'entrée elle-même, barrée d'une solide porte renforcée de métal, est en renfoncement, sous la menace d'un machicouli et d'une meurtrière qui fait face à l'arrivée de l'escalier. L'ennemi ne pouvant venir depuis le côté donnant sur la muraille basse, Richard n'a pas fait installer de machicoulis sur cette partie du donjon, et y a ouvert de grandes baies pour faire entrer la lumière. L'intérieur du donjon comprend 2 salles destinées au stockage et à l'habitation. Une au niveau de l'entrée, une au-dessus de la basse plaine. Comme pour le logis du commandant, ces 2 pièces sont dotées de larges ouvertures orientées à l'ouest. La tour qui surmonte la partie inférieure du donjon possède elle-même 2 étages, destinés au stockage, dont le second, équipé de créneaux et de meurtrières, est couvert. Ces diverses pièces possèdent des planchers de bois et communiquent entre elles par l'intermédiaire de simples escaliers, de bois également, Richard ayant réservé la pierre à ce qui est indispensable pour la défense de la forteresse. De la position élevée que représente le dernier étage du donjon, il est possible aux guetteurs de surveiller la région des kilomètres à la ronde, ainsi que l'intérieur des autres parties de Château-Gaillard. Richard Ier, dit Cœur de Lion, est né le 8 septembre 1157, à Oxford. Il fut roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, comte du Maine et comte d'Anjou de 1189 à sa mort. Fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, il fut élevé dans le duché d'Aquitaine. Après la mort de son frère aîné, le roi Henri le Jeune, en 1183, Richard devint héritier de la couronne d'Angleterre. Pendant les 10 années de son règne, il ne séjourna que quelques mois en Angleterre et n'apprit jamais l'anglais. Il utilisa toutes ses ressources pour partir à la 3e croisade, puis pour défendre ses territoires français contre le roi de France, Philippe Auguste, auquel il s'était auparavant allié pour lutter contre son propre père. Les Anglais l'appelaient Richard Ier, les Français Richard Cœur de Lion, en hommage à son courage et à son ardeur au combat. Toutefois, le troubadour Bertrand de Born le surnomma que non, oui et non, à cause de son caractère changeant et emporté. Cultivant les valeurs chevaleresques, et très respecté par ses ennemis, il fut considéré par ses contemporains comme un héros, et souvent décrit ainsi dans la littérature. Il avait également la réputation de ne guère se soucier de sa propre sécurité, attitude qui lui fut fatale. Il aimait la guerre, y trouvant l'occasion de réaliser des exploits. Nombreux sont ceux qui le considéraient plus chevalier que roi. En 1199, Richard fit le siège de Chalut-Chabrol, où le vicomte Aymar de Limoges s'était rebellé. Le soir du 26 mars, il inspecta les défenses de l'ennemi, sans armure, uniquement revêtu du surcot à ses couleurs, toutefois accompagné d'un homme d'armes qui le protégeait d'un haut bouclier. Lorsqu'à un moment Richard s'écarta du bouclier, un arbalétrier, qu'il avait identifié grâce à ses couleurs, lui décocha un carreau d'arbalète depuis le haut des remparts. Richard fut atteint à l'épaule, chose qui aurait pu être évitée s'il avait porté son armure. Rapidement, la gangrène s'installa. Richard mourut le 6 avril, à 42 ans. À la prise de Chalut-Chabrol, l'arbalétrier fut saisi et écorché vif, puis pendu. Ce n'était pas la mort de Richard Cœur de Lion en elle-même qui lui était reprochée, un roi peut être tué à la guerre, mais que cette mort fut la conséquence d'un tir d'arbalète. Une action sans risque, lâche, entraîna la mort sans gloire d'un combattant de valeur et de grande renommée. Ce n'était pas admissible pour les contemporains du roi Richard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez aimé, et à partager vos remarques dans les commentaires. Vous pourrez retrouver la forteresse, ainsi que plus d'explications sur sa construction et son architecture, dans le livre « Château-Gaillard, la forteresse de Richard Cœur de Lion », dont les références sont en fin de vidéo.